présentation des intervenants et sinon, au fil de l'eau, vous pouvez évidemment les mettre dans le chat. En tout cas, l'idée de faire sous format d'atelier visio, c'est de permettre au plus grand nombre de participer d'une part et en même temps de garder un format où on puisse laisser place à la parole. Juste, je vois dans le chat, il y en a peut-être d'autres, mais je viens de voir juste défiler la question sur une question sur le replay. On vous transmettra un lien. On a une chaîne YouTube de la coordination et on vous transmettra le lien où vous pourrez avoir accès sur cette chaîne. Voilà. Eh bien, donc, dans un premier temps, je vais laisser la parole au docteur Fievé-Jeanne, qui nous fait le plaisir de nous présenter l'enquête Sexopass qu'elle a menée. Et les résultats de son mémoire. Dans un second temps, il y a le CORES Occitanie qui nous présentera ses missions, les groupes, commissions et projets qu'il y a en ce moment. Enfin voilà, l'idée c'est aussi d'apprendre à mieux se connaître et de travailler ensemble. Et comme je vous disais, voilà, il y aura un petit point, peut-être qu'on parlera un petit peu des perspectives en santé sexuelle. Jeanne, la parole est à toi. Est-ce que tu sais que je partage le document? Je le fais défiler? On fait. Je peux essayer, comme ça je le fais défiler moi. Et si jamais j'y arrive pas, je te dis, ça te va? Eh ben, on fait comme ça. Est-ce que tu as Allez, les droits pour partager? Normalement, oui, je pense, comme tu es invité. j'essaye. Ok, super. Alors, il faut que je fasse quoi alors? Complet dans tout l'écran. Partager. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Non? Non, pas pour le moment. Ah, ok, bon. Moi, je sens que c'est toi qui vas le partager alors. Tu l'as ouvert? Ah bah oui, je l'ai ouvert. Tu penses qu'il faut faire quoi? C'est pour vous prouver que c'est vraiment du direct. C'est du direct live. Donc l'écran, Oui, ça, c'est ça. là, c'est du coup, c'est ça. C'était là correct. Mais tu l'as ouvert, ton PowerPoint? Bah oui, il est ouvert. Bon, écoute, Elodie, je sais pas, ça marche pas. Je pense que tu vas partager. Mais j'avais fait des petites animations sur le. Donc, je sais pas quand est-ce te dire quand est-ce qu'il faut que tu passes, du coup. Faut que tu me fasses des petits signes discretos. Bon, j'essaierai de suivre. Ça marche. Alors, est-ce que vous voyez mon écran du coup avec. J'ai enlevé ça. C'est quand même dommage que Je vais mettre un diaporama. Hop. Ah ouais, Ah, je l'ai fait, moi, la dernière fois. Ah, c'était pas sur Teams. Ok. C'est bon pour tout le monde? je pense qu'on peut y aller, oui. Oui, ça fonctionne. Mais bonjour à tous et merci du coup à la PAS régionale de m'avoir invitée sur cet atelier santé sexuelle et pratique en PAS. Donc effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est au cœur du mémoire que j'ai soutenu à la fin de mon DU de sexo, qui interroge la place de la sexologie dans la prise en charge des patients primo-arrivants sur nos PAS. Et alors, je ne sais pas comment te dire de passer à la diapo d'après. Je te fais ça? C'est compliqué. Ouais, très bien. Hop. Alors, attends, mince, parce que moi aussi, je suis un peu décalée. Voilà, là, c'est bon. OK. Du coup, vous avez sans doute vu passer ce petit questionnaire, d'ailleurs, vous avez été beaucoup à y répondre. Je vous en remercie parce que c'était pour contribuer à ce travail que je vais donc essayer de vous présenter ici. Donc, je vous propose tout d'abord de commencer par un petit rappel sur ce qu'on entend par la santé sexuelle. Donc là, c'est pareil, je veux bien que tu changes de diapo. Donc, la santé sexuelle, selon l'OMS, est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Elle exige une approche positive et respectueuse. Et les droits humains et droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. En pratique, la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé globale et de la qualité de vie des personnes. Elle comprend la sexualité dans ses différentes dimensions, l'autonomie, la sécurité, la satisfaction, et toutes les problématiques qui sont en lien avec la sexualité, comme par exemple les dépistages et les violences. Donc, on le sait, les personnes migrantes sont exposées à de multiples vulnérabilités et violences, que ce soit dans leur pays d'origine ou alors sur leur parcours migratoire, ou alors même à l'arrivée en France. Toutes ces vulnérabilités, toutes ces violences peuvent altérer leur qualité de vie sexuelle et l'émergence de dysfonctions sexuelles. La sexualité est donc bien à prendre en charge dans les consultations primo-arrivants et pourtant,
la santé sexuelle peut facilement rester au second plan dans une consultation primo-arrivante derrière les préoccupations socio-économiques. Je veux bien que tu fasses le petit truc. Voilà. C'est effectivement difficile, voire impossible, de traiter de tous ces sujets au cours d'une seule et même consultation. Et donc, souvent, c'est ce qui est laissé au second plan. Donc, la diapo d'après. Les sociétés savantes, elles se sont aussi emparées du problème, donc elles nous ont fait des super recommandations. Donc en juin 2024, il y a la SPILF, la SFLS et la SFP qui ont sorti des recommandations sur le bilan de santé à réaliser chez toutes les personnes migrantes primo-arrivantes. Ce bilan-là intègre la santé sexuelle. Et en juillet 2021, on avait déjà eu une fiche pratique sur l'abord de la sexualité et de la santé sexuelle avec les personnes migrantes. C'était une fiche outil qui était assez précieuse et qui nous montrait déjà à quel point c'était important. Micro. Okay. Donc, la problématique, grosso modo, c'est qu'on a donc d'une part un abord de la sexualité qui est nécessaire pour une meilleure prise en charge globale, des recommandations qui sont assez claires. Et d'autre part, en fait, on a dans la littérature le sujet qui reste difficile à aborder en consultation. La place spécifique de la santé sexuelle dans les consultations passe au-delà du dépistage infectieux, qui reste peu documenté. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'études sur la place effective de la santé sexuelle dans les consultations primo-arrivants. Et tout ceci, du coup, je veux bien que tu appuies encore. Voilà, ça nous montre qu'il existe un écart potentiel en fait entre les recommandations pratiques et cliniques. Et qu'en est-il du coup? L'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'il en est dans nos consultations PASS primo-arrivants. Donc, partant de ces constats et de cette problématique, l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer l'abord de la sexualité par les professionnels des PASS en France lors de nos consultations primo-arrivants. Et c'était aussi d'examiner en fait quels étaient les facteurs facilitants et quels étaient les freins, et également les ressentis et les besoins des professionnels. C'est bon. Donc, on a fait une étude observationnelle nationale, descriptive et transversale via un questionnaire anonyme qu'on a voulu le plus bref et le plus pratique possible, qu'on a diffusé aux professionnels des PASS, notamment grâce à la PASS régionale, merci beaucoup, entre novembre 2025 et février 2026. Il n'y a eu aucune donnée patient récoltée. La déclaration a été réalisée auprès de la CNIL et les données statistiques ont été traitées via le logiciel Sens Déclic. Donc, au total, on a eu 120 réponses sur 9 régions plus la Réunion. 87% étaient des femmes d'âge moyen 43 ans. C'est surtout les médecins et les infirmiers qui ont participé à ce questionnaire, qui exerçaient depuis plus de 10 ans en centre hospitalier de périphérie, en milieu urbain, avec une file active de patients qui était à peu près de 20 par semaine, mais inférieure à 20 par semaine en tout cas. Donc, nos principaux résultats nous orientent sur comment la sexualité est abordée en consultation. Donc, on voit en fait qu'elle est plutôt peu abordée, puisque 60% des professionnels déclarent l'aborder soit parfois, soit jamais. Tu peux mettre la prochaine diapo. Donc, effectivement, elle n'est pas abordée de façon systématique. Elle est quand même plus abordée par les professionnels que par les patients. Tu peux mettre le prochain. Voilà, on voit la différence du coup des deux graphes. Les professionnels l'abordent quand même plus que les patients eux-mêmes. Et on voit aussi que les professionnels l'abordent d'autant plus s'ils ont un lien avec un sexologue ou un Cégide. Tu peux passer la prochaine diapo. Lorsqu'elle est abordée, c'est surtout par le prisme de la prévention médicale. Notamment, on voit, tu peux passer la prochaine. Voilà, on voit que c'est surtout via le dépistage des IST, les conduites à risque et la vaccination. La satisfaction sexuelle est quasi jamais abordée, l'identité sexuelle également. Tu peux passer la diapo d'après. Alors, pourquoi la sexualité est peu abordée? Donc, notre questionnaire retrouve surtout des freins organisationnels, personnels et socioculturels. Le principal frein organisationnel, c'est que 61% des professionnels interrogés trouvaient que le sujet n'était pas adapté sur la consultation primo-arrivant. Effectivement, le sujet est jugé trop intime et la première consultation est jugée déjà trop chargée.
Tu peux enchaîner. Les autres freins organisationnels sont surtout le manque de temps, le manque d'intimité au cours de la consultation et les difficultés de traduction, avec notamment, s'il y a traduction, s'il y a interprète, une peur du jugement de l'interprète. Tu peux enchaîner. On voit aussi des freins qu'on dit personnels. Et les freins personnels essentiels, c'est le manque de formation qui ressortait beaucoup à travers le questionnaire et également la crainte de paraître intrusif. On voit aussi une crainte de provoquer de la gêne et une crainte que la question soit mal interprétée. Je vais passer à la prochaine diapo. Donc, ces nombreuses craintes, elles font le lit d'un malaise des soignants qui ont souvent peur de mal faire, de paraître intrusif, d'être mal compris, d'avoir un comportement en fait inadapté ou peur de déclencher une émotion qui peut être trop forte, alors soit pour le praticien en lui-même, soit pour le patient. Et du coup, le praticien a peur de ne pas savoir y répondre. Tu peux enchaîner. Alors, on retrouve aussi des freins socio-culturels que les professionnels semblent bien savoir repérer, sans toutefois y être vraiment eux-mêmes soumis dans leur pratique. Tu peux mettre l'autre diapo. On voit donc qu'il y a une différence entre ce diagramme-là et le diagramme que vous avez vu juste avant, qui montre que bien que les professionnels sont très conscients des freins socio-culturels, ils pensent y être quand même moins exposés eux-mêmes. Mais on note quand même que 40% se sentent concernés par leur propre représentation culturelle, par le sexe du patient, et 37% par leur propre représentation aussi religieuse, ce qui n'est pas complètement anodin non plus. Je te laisse passer la diapo d'après. Donc, enfin, quand elle est abordée, quelle prise en charge est proposée autour de la sexualité? Bien, on voit que les professionnels proposent soit systématiquement un entretien spécifique, soit ils proposent des orientations, et surtout des orientations vers les gynécologues ou vers les psychologues. Tu peux passer la diapo d'après. Les conséquences en fait sur le lien patient-pro ne sont pas évidentes pour les professionnels, même si 61% déclarent que le fait d'aborder la sexualité en consultation améliore leur vision de la santé globale d'un patient. On a seulement 45% qui y voient un intérêt pour le lien thérapeutique et 40% pour la qualité de vie globale d'un patient. Tu peux passer la diapo d'après. Donc, notre questionnaire nous a également permis de faire ressortir les besoins des professionnels. Ainsi, on voit bien qu'ils sont demandeurs de formation dédiée, surtout à 85%, mais aussi de ressources documentaires adaptées, de réseaux étayés d'orientation, et également de groupes d'échange de pairs à 70%. Je te laisse enchaîner sur la prochaine diapo. Donc, tous ces résultats, en fait, ils nous permettent de faire un état des lieux de la prise en charge de la sexualité sur les consultations PASS, mais on peut aussi se poser la question de la représentativité de notre population sur les PASS pour voir si c'est vraiment extrapolable. Parce qu'en effet, on a eu 120 réponses sur les 410 PASS qui sont recensés sur le territoire français. Et on a une surreprésentation de la région Occitanie qui a très largement participé à 37% des réponses. Mais en même temps, la population qu'on retrouve dans notre étude est comparable à la population hospitalière française décrite dans la littérature en règle générale. Et la diversité territoriale de la région Occitanie fait qu'on peut extrapoler nos résultats et dire qu'en fait, notre étude reflète quand même pas mal les résultats qu'on aurait retrouvés au niveau national. Je te laisse enchaîner. Il y aurait donc une place à prendre pour les professionnels des PASS. On l'a vu, la santé sexuelle, elle reste peu intégrée aux PASS malgré les recommandations. Les freins, ils sont surtout organisationnels et personnels. La consultation primo arrivant PASS, elle est déjà surchargée. Donc, du coup, c'est difficile d'intégrer la santé sexuelle malgré les recommandations. Les professionnels ont souvent un manque de temps, d'espace, d'intimité, de traducteurs, mais surtout, ils ont aussi beaucoup un manque de formation. Donc, tout ça, ça crée aussi un malaise chez les soignants qui est central dans cet abord, dans ce sous-abord, on va dire, de la santé sexuelle. Du coup, les soignants, ils ont besoin, en fait, de renforcer leurs compétences culturelles.
Et on voit aussi que le fait de renforcer les compétences culturelles, de renforcer la formation, ça leur permettrait aussi d'adopter une position plus adaptée lors des consultations pour éviter justement les phénomènes, ou au moins être conscient des phénomènes de contre-transfert, des réactions émotionnelles et des stratégies d'évitement qui sont parfois mises en place quand on veut éviter un sujet qui peut être perçu comme trop difficile à contenir. Donc, pourtant, en fait, on voit que c'est sous-abordé, on voit qu'il y a tous ces freins qui existent, alors que pourtant, les PASS ont une place privilégiée pour le repérage. Donc, effectivement, les professionnels des PASS, ils ont l'habitude d'une approche globale et intégrative du soin. Ils sont sensibles aux enjeux de compétences culturelles. Et la consultation même de la PASS, c'est un moment de rencontre unique avec une population qui est vulnérable et qui est demandeuse de soins. Donc, en fait, la consultation PASS primo-arrivant, c'est aussi une opportunité de prévention avec la création du lien thérapeutique et une identification précoce des besoins en santé sexuelle qui pourrait être vraiment très intéressante. Dès lors, comment intégrer en fait la sexologie dans nos consultations? Non, c'est bon. Donc, nos résultats nous montrent que dans le contexte migratoire, la sexologie, elle ne peut pas être pensée uniquement comme une discipline de recours qui est centrée sur la dysfonction sexuelle, mais elle doit être plus perçue comme une discipline transversale de repérage, d'accompagnement et de médiation clinique, justement. Donc, la sexologie, elle devrait être intégrée dans nos consultations comme discipline transversale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par discipline transversale? Je te laisse passer la diapo d'après. Donc, une discipline transversale avec 3 niveaux, un niveau de prévention, un niveau qu'on pourrait appeler un niveau de care et un niveau de cure. Donc, dans le niveau de prévention, en fait, on est dans l'accueil, on est dans une écoute adaptée, on serait peut-être dans un abord systématique avec des questions ciblées. Par exemple, intégrer à nos consultations primo-arrivants la petite question « Êtes-vous satisfait de votre vie sexuelle ?» ou « Rencontrez-vous des difficultés dans votre sexualité ?» avec une information, une éducation adaptée, un accompagnement des vulnérabilités. Et en fonction effectivement des réponses des patients à ces questions, on pourrait proposer une orientation adaptée. Un deuxième niveau de consultation en fonction de la formation des professionnels, ça pourrait être une prise en charge médicale de santé sexuelle et une prise en charge aussi des problématiques somatiques et infectieuses. Donc, c'est tout ce qui va être sexualité de la reproduction, IST, vaccination, ce que beaucoup de collègues font déjà au niveau des PASS. Et un troisième niveau, ça serait une prise en charge un petit peu plus approfondie de sexologie pour les troubles qui sont plus complexes et les traumatismes sexuels. Je te laisse passer la diapo. Donc, bien sûr, on a des enjeux de formation et des enjeux de création de réseaux. Les professionnels des PASS ont besoin de formations dédiées, d'outils adaptés. Ils ont besoin de développer des réseaux. On a vu aussi que notre questionnaire montrait bien qu'il y avait un intérêt de travail en réseau avec les CJ, les centres de santé sexuelle et les sexologues. Et on a également besoin de soutien politique avec une reconnaissance de la sexologie. Si on veut avoir des consultations de sexo un peu plus systématiques sur l'hôpital, il faut aussi que la sexologie soit reconnue comme discipline remboursée. Et on a également, bien sûr, toujours besoin de moyens financiers et humains supplémentaires pour former, pour recevoir les patients dans des meilleures conditions, pour faire en sorte aussi peut-être que les consultations PASS primo-arrivants, justement, soient un peu moins chargées. Je te laisse passer la diapo. Donc, bien sûr, cette étude, elle n'est pas parfaite. Elle a des forces et elle a des limites. Les principales forces, c'est son originalité et son innovation. C'est la première enquête en fait, nationale qui s'intéresse spécifiquement à la place de la sexologie dans les consultations primo-arrivants en PASS. Le fait que le questionnaire soit standardisé, ça nous apporte une vision pragmatique des pratiques réelles et représentatives des pratiques pluridisciplinaires propres au PASS. On a quand même eu une forte implication des participants. Le sujet n'a pas laissé indifférent. On a une comparaison possible aux recommandations des sociétés savantes en vigueur. J'ai fait dans mon travail aussi de mémoire toute une revue de la littérature pour justement comparer les résultats qu'on avait eus au niveau du questionnaire aux résultats de la littérature qui vont dans le même sens. Et on a la force de cette étude, c'est aussi que c'est une thématique particulièrement actuelle, comme tu le disais tout à l'heure, Élodie, ça s'inscrit dans un contexte sociétal où la prise en charge de la santé sexuelle apparaît de plus en plus comme un enjeu majeur, notamment auprès des populations vulnérables.
Après, comme limite essentielle, on a un biais de sélection et de participation. Il y a une surreprésentation de la région Occitanie notamment. On a un biais de désirabilité sociale qui est lié au caractère déclaratif du questionnaire. Ça veut dire qu'il y a des professionnels qui peuvent surestimer certaines pratiques ou minimiser au contraire leurs difficultés. Ça a pu nous être reproché également par certains participants de ne pas avoir la possibilité de répondre non concerné ou on ne sait pas. Et enfin, on a un manque de puissance statistique parce qu'on n'a eu que 120 réponses, et notamment dans certains sous-groupes, comme par exemple les sages-femmes qui étaient sous-représentées. Et du coup, ça nous permet pas de faire des comparaisons très fiables au niveau interprofessionnel. Tu peux passer la diapo d'après. Donc, en conclusion, donc là, voilà, super. Donc, la santé sexuelle reste peu abordée en consultation PASS primo-arrivant, on l'a vu. Tu peux enchaîner. Les professionnels des PASS ont besoin de renforcer leurs compétences en santé sexuelle. Ça me paraît être évident. Parce qu'en fait, au-delà du dépistage infectieux, il s'agit de reconnaître la sexualité comme composante essentielle de la dignité, de l'identité et de la qualité de vie des personnes migrantes. Une prise en charge sexologique, en fait, intégrative dans le parcours de soins de nos patients migrants serait une véritable plus-value incontestable dans leur prise en charge globale. Et alors là-dedans, quelle serait la place du sexologue? Bon, ça, c'est un petit peu une parenthèse plus sexo, mais qui est intéressante aussi quand même à prendre en considération à ce niveau-là. Le sexologue, il pourrait être à la fois thérapeute et porte-parole pour plusieurs points. Donc, le premier, c'est l'intégration de la sexologie dans les consultations PASS primo-arrivants. Donc, aider justement à penser des questions simples de dépistage ciblé qu'on pourrait intégrer dans nos consultations PASS primo-arrivants. Mais également le renforcement des compétences des professionnels des PASS dans le domaine de la sexualité. Donc, on parle ici de formation adaptée. Et enfin, il a sans doute un rôle de sensibilisation des autorités de santé à la nécessité de moyens humains et financiers supplémentaires pour les PASS et à la prise en charge des consultations en sexologie. Voilà, merci pour votre attention. Et on est prêt à discuter sur le sujet, si vous voulez bien. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette présentation très claire. Alors, j'ai pas accès aux questions. Ça y est, je vais les avoir. Je ne sais pas s'il y en a eu. Isabelle, il y a eu des questions dans le chat déjà? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat. D'accord. Est-ce que du coup, quelqu'un souhaiterait prendre la parole, avoir posé une question voilà, sur ce qui vient de nous être présenté par rapport à cette étude Alors oui, Monsieur Duros, Jean-Loup, je vous en prie. Donc, par rapport à votre conclusion et les dernières diapos que j'ai vues, la question que je me posais, moi, travaillant en PASS, c'était de côté transculturel de la simple question basique, les manières de la poser, d'ouvrir le débat sur le sujet et prendre des précautions d'usage entre le genre, entre la provenance de la personne, même si la sexualité est un problème ou la sexologie universelle. Du coup, dans l'information, les formations que vous pourriez envisager ou vous pourriez nous suggérer, ce serait aussi cet aspect transculturel, du coup. Je ne suis pas sûre d'avoir tout bien entendu du tout. Ça grésillait beaucoup de notre côté. Du coup, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre à la question. J'ai cru comprendre qu'il y avait une idée de comment poser la première question en consultation, c'est ça? Premièrement, oui. Et en même temps, d'avoir des précautions d'usage en fonction de normes culturelles et de s'aventurer dans tel domaine en fonction des personnes, etc. On retrouve la même chose en médecine générale avec des précautions d'usage, c'est-à-dire est-ce que je peux me permettre de vous poser une question, etc. Ça fait partie de l'entrée en matière. Mais dans le côté migrant et transculturel, est-ce que vous avez une spécificité sur ces recommandations? Première question. Alors, oui, c'est effectivement la première, c'est effectivement la première étape.
Et c'est effectivement en ça que ça relève d'une formation. Et effectivement, rien que ce premier niveau, pour moi, il est essentiel sur comment l'aborder et comment prendre en charge, bien sûr, en fonction des différentes des lieux d'origine, des cultures, bien sûr. Alors après, j'ai pas un truc clé à donner là maintenant tout de suite. Mais pour moi, ça relève effectivement d'une formation particulière et c'est ce que j'essaye justement de dire aussi à travers ce travail. C'est que c'est pas quelque chose qu'on peut, même si on a beaucoup de bon sens en règle générale en médecine, il y a des choses qui ne peuvent pas reposer que sur le bon sens. Et des fois, on a aussi besoin d'avoir des petits outils pour pouvoir l'aborder en étant plus serein en consultation. Je ne sais pas ce que Élodie, par exemple, ou Natacha, l'idée de formation, ça serait aussi de pouvoir répondre justement à ce premier niveau. Tout à fait. On n'entend rien. T'entends pas, Élodie? Je sais pas si. Ouais, on t'entend pas. Mais oui, effectivement, l'objectif là de cette rencontre aujourd'hui et du travail qu'on va peut-être pouvoir poursuivre après, c'est d'identifier, de cibler vraiment précisément les besoins de formation que vous pouvez avoir et de voir comment nous, la coordination des PASS et le CORES, donc le CORES, le Comité de coordination régionale de la santé sexuelle, comment on peut du coup mettre en place peut-être des formations vraiment spécifiques qui puissent répondre à vos besoins et effectivement l'abord de la santé sexuelle, le premier abord est la question culturelle, ça en fait partie. On a proposé des formations récemment sur la région et il y a d'autres sessions qui sont prévues avec l'association Icambéré, qui est une association parisienne qu'on a fait venir quelques fois et qui va venir prochainement à Perpignan pour présenter un outil qu'elles ont développé qui sert à animer soit des groupes de parole ou la discussion avec les femmes migrantes d'Afrique subsaharienne pour parler de santé sexuelle et mieux connaître leurs pratiques culturelles et avoir un discours, un vocabulaire qui soit adapté en fait pour échanger là-dessus. Et cette formation existe aussi pour le public masculin. Donc voilà, les dernières sessions ont lieu en janvier à Toulouse et elles s'adressent bien sûr aux professionnels des PASS. Ça, vous faites partie bien sûr du public prioritaire. Donc n'hésitez pas. Voilà, cette formation aura lieu en octobre à Perpignan. Donc quand par Isabelle et Élodie, on vous fera passer l'information pour que vous puissiez vous y inscrire. Mais au-delà de cette formation, ça fait partie peut-être nous des pistes aussi qui vont alimenter la réflexion pour proposer des actions de formation spécifiques. Complètement. Vous m'entendez mieux là, du coup? Oui. J'ai un petit souci de son, ça marchait pas bien. Oui, tout à fait. C'est un peu l'idée aussi de cette mise à plat. Et c'est vrai que là, l'enquête de Jeanne va bien nous aider aussi, parce qu'on a vu que c'était aussi un des freins identifiés par les professionnels, cet aspect interculturel, comment l'aborder. Et effectivement, on le disait en introduction, mais comme on a des publics très différents d'une passe à l'autre, là, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse trouver un petit peu quelle porte d'entrée on a et ou quelle communauté plus importante sur certaines passes, etc., pour pouvoir faciliter un peu cette appréhension et savoir comment mieux l'aborder. Donc, effectivement, c'est une question à complètement prendre en compte dans les formations qu'on aimerait peut-être, pourquoi pas, mettre en place à venir là-dessus. Moi, Oui, vas-y, Jeanne. Pardon, je rajoutais aussi que c'est hyper intéressant aussi parce qu'au niveau de la littérature, on voit que c'est un frein pour les professionnels, mais c'est aussi un frein pour les patients. En vrai, les patients, des fois, ils n'ont pas envie de se confier à un professionnel parce que justement, ils voient qu'il n'y a pas de compréhension culturelle
ou alors ils estiment qu'il ne va pas y avoir de compréhension culturelle. Donc, si le professionnel arrive à montrer qu'en réalité, eh ben, il a un petit bagage culturel, ou alors juste qu'il peut être ouvert, bienveillant, neutre, et ne serait-ce que ça, eh bien, le patient va beaucoup plus se confier. J'ai insisté pour dire que dans la communication avec une femme, par exemple, d'origine Afrique centrale, on est obligé de passer par un traducteur et que là, il y a aussi un obstacle sur problème sexuel et traducteur, c'est un obstacle supplémentaire. Oui, c'est tout à fait. Ça revient bien dans l'étude de montrer que justement, des fois, il y a la peur du jugement de l'interprète. Ben oui. Et ça, effectivement, enfin, à voir comment cela pourrait être un peu contourné. Alors, je sais, par exemple, sur Toulouse, on a un cabinet d'interprétariat, enfin une association qui fait l'interprétariat, Cofrimi, là, qui a été particulièrement formée aux questions de santé mentale, par exemple. Donc, on pourrait très bien imaginer, peut-être, voilà, ça pourrait faire aussi partie, peut-être, je sais pas, il y aurait aussi de la formation côté interprète à faire là-dessus pour mettre effectivement à l'aise le public qui va être concerné. Mais effectivement, bon, après, c'est vrai que c'est une problématique qu'on peut rencontrer pour aborder plein d'aspects aussi, autres que la santé sexuelle. Mais néanmoins, c'est une remarque assez juste. Et effectivement, quand il y a un médiateur, forcément, il y a un biais ou peut-être un obstacle de plus à prendre en compte parfois. Si je peux me permettre d'intervenir pour faire l'écho d'une proposition, en tout cas d'une suggestion dans le chat, hein, une passe donc, qui suggère qu'il pourrait être intéressant de faire appel à des publics experts. Hein. Et cette professionnelle pensait notamment à une patiente sage-femme afghane. Donc, par rapport à cette question justement de la culture, mais aussi de la personne en face, à savoir le médecin, est-il un homme, est-il une femme, en fonction voilà, des personnes reçues. Et ça c'est vrai que c'est intéressant, l'histoire l'idée de patients qui pourraient eux-mêmes être professionnels de santé et d'origine culturelle qui s'approcheraient voilà, des patientes et des patients reçus. Ou ça peut être également très intéressant pour construire une formation qui soit adaptée, voilà, d'intégrer des patients experts, enfin ça pourrait être très, très riche pour. Tout à fait. Alors, Catherine Laglaise a levé la main. Oui, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a déjà eu, par exemple, des actions qui ont été faites avec des groupes, alors en passe ou autres, des groupes de patients sur le modèle de éducation par les pairs, relais populationnels, etc. Parce que ça, sur tout ce qui est partage des représentations, justement, pour construire des formations, c'est extraordinaire, quoi. Parce que en fait, le problème qui se pose toujours, c'est justement ce partage des représentations entre les patients et les professionnels. Et l'éducation par les pairs, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et bon, on en revient à la même chose, hein, patient de sage-femme, mais aussi patient tout court. Il y a déjà eu des formations ou des interventions qui sont allées dans ce sens-là. Vous en avez connaissance? Non. Au niveau de la coordination, en tout cas, on n'en a pas eu connaissance. Que là, en plus, on serait vraiment dans la démocratie sanitaire, quoi. Ce serait vraiment très intéressant. Constituer un groupe vraiment là, de patients experts pour le coup, qui ne soient pas des professionnels. Monsieur Duros, vous releviez la main pour rebondir là-dessus, c'est ça? Moi? Non, c'est parce que je me disais, mais je n'ai pas levé la main, mais que ça dépend de l'organisation. Par exemple, pour la passe, si c'est une petite passe, j'ai vu les gens d'Athènes qui étaient dans les formations,
n'ont pas les mêmes moyens, et donc il y avait des groupes de pairs, il y avait tout ce qu'on voulait. Et bien sûr, à Auxerre, on n'a pas tout ça, donc ça dépend des moyens qui sont donnés. Hein. Jeanne, tu voulais Et rebondir ben, là-dessus avant de prendre une autre question? Euh, oui, moi je voulais juste te dire que au niveau local, nous on a fait, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. On fait des groupes de parole autour de la santé sexuelle, en fait, de l'éducation sexuelle en CADA. Donc, on va en CADA et on fait des groupes de parole avec les femmes. Et l'idée là, c'est d'apporter quand même une expertise pro, mais aussi de faire un groupe d'échange entre elles. Et que pour le coup, on part aussi de chacune pour s'imprégner justement de ce qu'elles savent et de leur propre, ça pour le coup, leur propre culture. Et c'est génial aussi de se rendre compte que des fois, on a dans le même groupe des cultures qui sont hyper méga différentes et que pour autant, on arrive aussi à créer un lien qui est hyper fort. Et on arrive justement, en rebondissant sur ce que les unes et les autres disent, on arrive à prendre en considération un petit peu la vie de tout le monde. Et après, moi, je trouve que c'est hyper intéressant, mais c'est ma collègue à côté, infirmière, qui disait ça. Je trouve que c'est hyper intéressant de faire venir, bien sûr, des publics experts, mais je crois que ça ne peut pas reposer que sur des publics experts non plus, parce que même les publics experts, eh ben, ils n'ont pas forcément fait un travail de déconstruction sur eux-mêmes aussi, et ils ont forcément leur propre représentation aussi. Et donc, du coup, il faut faire attention non plus à ne pas plonger dans un autre, dans d'autres idées reçues du patient, quoi, entre guillemets. Je pense que ça ne peut pas reposer que sur les publics experts, ça c'est une évidence. Et en fait, ça doit être vraiment un échange, une construction commune avec les professionnels et les publics experts, justement pour avoir les représentations des deux côtés et les confronter, les partager. En fait, c'est vraiment l'idée d'un échange. Mais ça doit être très intéressant. Oui. C'est vrai que j'avais assisté aussi à un échange comme ça avec des infirmières qui étaient rattachées à un service infectiologie qui faisaient de la lévère. Elle l'avait fait auprès des MNA. Et ça, enfin, le sujet, oui, Natacha, on était ensemble. Et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'apparemment, ça avait soulevé vraiment un vif intérêt. Effectivement, tous les mineurs non accompagnés autour de la table n'étaient pas forcément de la même culture, mais ça avait suscité vraiment énormément de questions et ça avait permis d'aborder de façon, et elles étaient elles-mêmes surprises, très ouvertes, beaucoup de questions qu'elles ne pensaient pas pouvoir aborder en tête-à-tête. Donc c'est vrai que cette idée de groupe aussi, c'est assez intéressant. Il y avait Clémentine Etienne, ouais, qui levait la main depuis tout à l'heure. Oui, Je t'en prie, bonjour. Clémentine. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, je suis Clémentine Etienne, je travaille pour Médecins du Monde et on a notamment un CASO. Donc, c'est un centre d'accueil de soins et d'orientation où on fonctionne un peu comme pour les PASS. Et en fait, dans ce cadre-là, je trouve ça hyper intéressant, les questions que vous posez, notamment sur la culture, etc. Et nous, on a mis en œuvre des entretiens de santé sexuelle et reproductive depuis novembre 2025 avec l'ensemble de nos équipes. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on avait eu des retours de certains de nos bénévoles, de nos médecins ou autres, qui se posaient la question justement sur la culture. Et à terme, on a fini par dire qu'en fait, il ne faut pas forcément essentialiser les personnes. Et on s'est rendu compte que nos propres préjugés que nous avions, nous, et moi la première aussi, en se demandant comment allait être perçue la question qu'on posait sur bah voilà, comment se passe votre vie sexuelle, avez-vous besoin de parler de problématiques dans ce cadre-là. Au final, les personnes le percevaient très bien. Et comme on a un public vraiment similaire à ceux des permanences d'accès aux soins de santé, je trouvais ça intéressant de le partager. Et par ailleurs, les groupes de pratique avec les personnes de différentes nationalités, différentes cultures ou autres sont aussi beaucoup mis en œuvre au sein des différents programmes de Médecins du Monde. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. En fait, partir de l'expérience des patients, ça permet aussi d'avoir une meilleure prise en charge pour les personnes. Donc voilà, c'était pas vraiment une question, mais juste un partage. Et je trouve ça hyper intéressant qu'on se pose la question sur les passes. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, voilà on l'abordera, mais c'est vrai que là, on est dans une démarche de réflexion justement comment construire ces formations, ces approches. Donc ça, on s'enrichit de tout ça. Maude Berthier, vous aviez la main levée. Oui, bonjour, moi je suis médecin, coordinatrice de la PATS généraliste d'HEH, donc à Lyon. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, donc j'espère que je pourrai réécouter le début parce que c'est un peu dommage.
Mais toutefois, je partage le mot de Clémentine Etienne juste avant. Vraiment, en effet, c'est une thématique qui revient souvent, c'est quelles sont nos propres représentations, qu'est-ce qu'on remet sur et derrière le culturel. Et donc là, typiquement pour notre passe, on va avoir une formation là en équipe, mais équipe très large et complète, c'est-à-dire de la personne qui fait l'accueil, secrétaire médical, aux infirmiers, aux assistantes sociales et aux médecins, sur la santé sexuelle, parler de sexualité et autres. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très important. Par contre, je m'interroge toujours sur comment caser ça dans ce service qui déborde, où on est sur vraiment du somatique et on est malheureusement sur beaucoup de curatifs, c'est-à-dire à gérer les problèmes les uns qui apparaissent après les autres, plus que de faire de la prévention, même si toutefois on a un partenariat très très important concernant la notion typiquement d'infection sexuellement transmissible. Mais c'est vrai que la sexualité dans son ensemble, j'étais un peu dépitée de répondre que je l'abordais moins, sauf pour certaines populations, dans certaines situations, surtout typiquement des patientes excisées, parce que c'était un red flag, voilà. Et donc, ouais, c'est comment articuler les choses. Et quand j'entends que des ateliers ont été organisés en CADA, je me dis, en fait, c'est aussi un pas de côté par rapport à la PAS qui me semble essentiel, un lieu qui n'est plus que de la médecine et que de l'angoisse aussi, parce que je trouve que l'hôpital, c'est souvent aussi un peu d'angoisse pour les patients. Et voilà, donc bon, on a quand même un objectif de créer un bureau pour les associations dans notre hôpital dans pas longtemps, donc peut-être que ça nous permettra de faire ce genre de choses, mais tout ce que vous nous dites est très inspirant et motivant, donc je vous remercie. Merci pour cette intervention. Jeanne, tu souhaites rebondir Merci. Non, c'est pour ça que je parlais de différents niveaux et je trouve que c'est intéressant aussi de se dire que, évidemment, en fonction de la file active, en fonction du nombre de patients PAS qu'on voit, en fonction, on est tous pareils, hein, on croule sous les consultations et des fois, c'est pas évident d'aborder le sujet. D'où l'idée d'un premier niveau qui serait un niveau, en fait, où on pose la question quand même de façon quasi systématique, comme on fait, par exemple, pour les violences. On ne pose pas la question que quand on y pense parce qu'il y a des mutilations génitales ou ce genre de choses. Et le fait de poser la question systématique permettrait finalement d'orienter vers une deuxième consultation qui soit une consultation un petit peu plus dédiée. Et donc, soit une consultation par le professionnel de la PAS, si le professionnel de la PAS a été formé, soit une consultation, par exemple, vers un collègue du CEGID ou vers un collègue du centre de santé sexuelle, si ce collègue-là a été formé, soit dans l'idéal, si on est dans une PAS magnifique comme à Montauban, où ils ont une sexologue et où ils ont un psycho, etc., et bien à ce moment-là, vers la sexo de la PAS. Tout dépend en fait de ce que chacun a au niveau local. Mais après, je trouve que c'est quand même hyper intéressant dès la première consultation, même si c'est une consultation qui est hyper chargée, de pouvoir poser juste une question, semer une graine pour montrer aux patients qu'on est OK pour en parler, qu'ils peuvent revenir vers nous et que même si nous, on a souvent ça depuis qu'on le fait de façon quasi systématique ici, c'est plus moi qui suis référente sur la PAS, c'est ma collègue maintenant qui est référente sur la PAS. Moi, je suis référente sur le CEGID. Mais du coup, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pose la question systématique à ses patients de la PAS et tous ceux qui répondent quelque chose de particulier, en fait, elle me les envoie. Et c'est hyper intéressant parce que pour le coup, on arrive du coup à deux comme ça à proposer une consultation où on essaye le mieux possible d'accompagner les patients sur ces sujets-là, quoi. Après, il y a des fois où on ne peut pas, hein, comme tout le monde, bien sûr, et voilà, mais on essaye en fait de le proposer le plus possible et on se rend compte qu'en essayant de le faire le plus possible, quand même, les patients, ils s'en emparent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même un patient qui, pour le coup, ne va pas sur la première consultation s'être ouvert parce que ce n'était pas le moment pour lui, c'était une première rencontre, ça n'allait pas à ce moment-là. En fait, sur la deuxième consultation, par exemple, sur une remise de résultats, il va dire « Ah tiens, en fait, la dernière fois, vous m'aviez parlé de ça, je suis OK aujourd'hui pour en parler ou je suis OK pour rencontrer votre collègue. » Et du coup, c'est intéressant parce qu'on voit aussi que le patient, il chemine et que si on lui a tendu une main à un moment donné, s'il en a besoin, peut-être qu'il va s'en emparer et peut-être qu'il ne s'en emparera pas à ce moment-là, mais en tout cas, ça peut faire peut-être un peu son chemin.
Et c'est vrai, comme tu le rappelais, en plus dans la définition, ça fait partie quand même des sujets pour certains patients qui peuvent être presque prioritaires par rapport à d'autres et qu'on n'a pas forcément en tête parce qu'il y a un souci de ce côté-là. Et c'est vrai qu'en termes d'alliance thérapeutique, il y a des choses très fortes qui peuvent se créer aussi pour traiter le reste aussi dans la suite. Donc c'est vrai que ce sujet, rien que d'en parler, ça permet quand même d'y penser. Et je repense à ce groupe-là, ce témoignage qu'on avait eu. C'est vrai, elles se sont aperçues que c'était une réelle préoccupation de ces jeunes, mais qui n'avaient finalement assez peu de portes pour en parler. Même entre eux, il y avait parfois une certaine, enfin voilà, réserve, etc. Mais avec un médiateur, ça allait. Donc non, c'est vrai que c'est pertinent de le ressoulever. Et en fait, c'est vrai que même sur les patients vraiment, alors soit qui, comme je disais tout à l'heure, hein, qui ont vécu des traumatismes, soit dans leur pays d'origine, soit sur le parcours migratoire, soit à l'arrivée en France, mais en plus à ça se rajoute en fait leurs conditions de vie quand ils arrivent en France, où soit ils vont être à la rue sous tente en famille, soit ils vont être hébergés en foyer, et du coup en fait il n'y a pas de place pour leur sexualité. Et à un moment donné, le fait de pouvoir leur offrir ce possible, eh ben, ça les humanise aussi. Donc, c'est important, me semble-t-il, de pouvoir leur proposer ça, leur proposer un espace où ils peuvent en parler, où ils peuvent dire, bah, en fait, en vrai, ça irait bien, mais je peux pas. Ou alors, ça va bien, ou alors ça va pas parce que je peux pas, ou alors j'ai une dysfonction érectile, par exemple, c'est quand même hyper méga classique. Et cette dysfonction érectile, déjà qu'elle était dans mon pays, mais alors là, c'est foutu parce que de toute façon, je suis trop en stress et que j'y arrive plus, quoi. Maud Berthier, vous avez relevé la main, c'est ça? Vous souhaitiez? Non, ok. C'était la précédente. Ok, merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes souhaitent rebondir? Je crois dans le chat. Juste dans le chat, effectivement, il y a Muriel Schwartz qui est donc l'homologue d'Isabelle et de moi qui coordonne les passes en région PACA. Qui parlait effectivement dans l'enquête menée récemment, donc qui a été menée là cette année auprès des passes de PACA avec l'ARS et le CORES, qui est effectivement une enquête aussi qui va nous inspirer, bon, on vous en parlera. Mais effectivement, il y a aussi des choses qui sont ressorties. Muriel, je ne sais pas si c'est le lieu ou pas, si tu veux juste toucher un petit mot par rapport à ça, qui est un peu pour expliquer un peu peut-être aussi, vous avez eu enfin, cette démarche après du coup celle de Jeanne, mais Merci Elodie. Quoi en dire? Peut-être simplement que je pense qu'on a des constats qui sont assez partagés sur les pratiques en fait de nos collègues en passe. Voilà, avec le fait on sait qu'il y a des besoins et puis après il y a des réponses qui sont un peu hétérogènes. Donc l'idée, nous au niveau des coordinations, c'est de voir un petit peu comment on peut vous appuyer par rapport à ces sujets-là. Je crois qu'il y a Stéphane Le Chenetier qui est avec nous connecté aussi, qui travaille sur le CORES. Pour nous en PACA, c'est parce que moi j'étais membre du CORES pendant des années et là je suis ravie de voir que c'est un sujet qu'on prend vraiment à cœur aujourd'hui, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des initiatives auparavant, hein, et qu'il n'y a pas, enfin moi j'ai certaines passes qui presque systématisent des dépistages ou qui posent des questions de façon systématique déjà, et voilà, mais c'est comme ça reste très hétérogène et nous on se pose la question de comment vous accompagner là-dedans. Donc nous, on est ravis que ce soit une question au niveau PACA qui ait pu être portée jusqu'à l'ARS et qu'on ait pu se rapprocher encore du CORES sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on y réfléchit notamment en termes de poursuite de projets. Donc il y a des choses qui se dessinent, ne serait-ce que pour essayer de voir comment, par des petits webinaires comme celui-là, et qui sont très précieux pour pouvoir parler à l'heure du café sur ces sujets-là. De façon assez facilitée. Et puis, en effet, on se pose les questions de l'offre de formation. Il y a aussi chez nous un projet d'une journée régionale qui pourrait peut-être se dessiner sur cette thématique-là. Voilà un petit peu ce que je peux en dire. Peut-être que Stéphane, s'il est toujours connecté, aura envie de réagir
en complément, mais voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Merci en tout cas de cette présentation, c'était vraiment très chouette de pouvoir y assister. Merci Muriel, oui je suis connecté, ouais, je regarde un petit peu tout ça. Merci ouais, pour cette présentation aussi, et comme le dit Muriel, ça rejoint un petit peu nous ce qu'on a constaté aussi sur PACA. Nous, on reste un peu aussi pareil sur l'interrogation aussi sur les professionnels dans les passes. C'est assez diversifié, mais ce que nous, on a pu constater en présentant aussi les résultats des enquêtes ici, c'est que, par exemple, chacun et chacune dans les passes, en fonction de son poste, va se positionner différemment sur les questions de santé sexuelle ou va dire effectivement que c'est pas forcément son domaine. Je pense notamment aux travailleuses sociales qui sont quand même hyper présentes et qui vont dire bah, finalement nous c'est pas notre domaine, on relaie plutôt quand il y a le médecin qui est là ou la sage-femme ou eh bien effectivement plutôt aux infirmières. Donc on voit bien aussi comment la thématique enfin comment les pros s'emparent de ça dans leur posture et de se dire bah, finalement est-ce que ça peut être du travail social, est-ce que ça peut être c'est plutôt de la santé et c'est intéressant de voir que quand même on est sur un objectif quand même d'acculturation sur ces pratiques-là. Moi je rejoins vraiment aussi le constat et la mission première qui est au moins le repérage, hein. On sait que les passes c'est une porte d'entrée pour plein de choses, qu'il y a des urgences partout, qu'il y a des priorités qui sont vraiment diversifiées aussi parce que les personnes aussi sont dans d'autres priorités dans leur vie à ce moment-là. Et que moi, je crois que, et c'est ce qu'on travaille avec Muriel ici, sur ce qu'on va proposer un petit peu sur les passes ici, c'est de se dire ben, finalement que tout le monde puisse se sentir légitime de parler de santé sexuelle, notamment les travailleurs et travailleuses sociales, que ça peut être une thématique, et même on pense aussi aux autres métiers, hein, que ce soit aussi même les personnels administratifs, que ce soit voilà, une thématique voilà, qui soit un peu imbibée dans les structures pour que tout le monde se sente au moins à l'aise pour pouvoir peut-être en parler ou repérer des petits trucs et ensuite effectivement après faire le taf d'orienter etc. Et donc tout le taf après derrière pour les passes de savoir vers qui orienter. Et ça me fait penser aussi que c'est un des constats aussi qui a pu être alors qui n'était pas uniforme sur toutes les passes, mais c'est intéressant parce que, et vous l'avez évoqué un peu dans votre recherche, l'aspect politique, c'est que on peut voir aussi qu'à un moment donné, on a des passes qui vont dire c'est pas nos missions, on n'est pas financé pour ça. Et qu'il y a les CJ qui sont là et qu'en fait, on ne peut pas empiéter sur ces thématiques-là, etc. Et qu'on voit comme ça voilà, pareil, un peu un conflit sur les places, sur ces thématiques qui est transversale, comme vous l'évoquez, et qui va des fois faire jouer peut-être un peu le côté concurrentiel des structures en disant ben, nous, c'est d'autres priorités, nous, c'est pas notre travail, etc., etc. Et pareil, ce qui est fascinant, c'est que ça se décline aussi en fonction de la nature des passes. Je pense à des passes qui sont plutôt sur les passes maternité, qui vont effectivement peut-être engager certains travaux par rapport à des passes hospitalières plus généralistes, et après les passes de ville, etc. Donc voilà, il y a vraiment tout un taf, mais je crois que voilà, c'est super qu'il y ait déjà tous ces états des lieux-là et de se dire que ben on a tous envie un petit peu là de transmettre de l'info et se dire que tout le monde peut se sentir concerné dans sa pratique pro, je crois. Voilà. Et merci en tout cas pour votre étude. Bah, merci beaucoup. CORES et coordination de Provence-Alpes, Côte d'Azur, ce que je dis pas qu'à, mais ça se trouve, tout le monde n'est pas. Voilà. Donc là, je fais le sous-titre. Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que bah, voilà, on va vous en parler, mais effectivement, c'est ce qui émerge aussi dans les réflexions. Et puis là, avec l'éclairage de cette enquête, on a une grande chance de l'avoir. Bon, il y a eu beaucoup de répondants sur l'Occitanie, donc on a quand même déjà un premier vraiment regard et très intéressant. Donc on s'appuie aussi pour penser à tout ça et toutes les actions qui peuvent avoir lieu. Du coup, transition parfaite vers bah, peut-être une meilleure connaissance aussi par rapport bah, aux nos professionnels d'EPA sur le CORES Occitanie, à qui je vais laisser la parole voilà, pour un peu nous, bah, voilà, qu'on fasse un peu plus connaissance et nous présenter un petit peu là, les axes d'intervention et d'action menés chez nous. Merci beaucoup, Elodie. Donc, moi, je suis Natacha Penalva, je travaille pour le CORES Occitanie et donc je suis responsable territoriale sur l'Occitanie Ouest. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues
Je les laisse se présenter pour que vous puissiez les identifier visuellement aussi. Hop, Catherine, je te laisse te présenter. Oui, donc Catherine Laglaise, je suis l'homologue de Natacha, donc responsable territorial Est, Occitanie Est, donc pour le CORES. Botaral, enchanté, je suis le coordinateur régional du CORES. Donc l'idée, on souhaitait profiter de cette réunion pour présenter ce que c'était que le CORES, parce que vous ne connaissez peut-être pas tous et toute cette nouvelle organisation, puisque le CORES est assez récent. Et ensuite, on pourra vous présenter des perspectives de travaux avec la coordination des PASS. Donc le CORES, c'est pour ceux qui connaissaient peut-être, c'est l'héritage du COREVI, le comité de coordination régionale, enfin le comité régional de lutte contre le VIH et les IST, qui a été transformé par décret en juillet 2024 en CORES, comité de coordination régionale de la santé sexuelle. Et donc ce comité en fait a été installé en Occitanie en mars 2025. Donc, il a été installé par l'Agence régionale de santé avec des membres qui sont des professionnels de la santé sexuelle, des acteurs de la santé sexuelle de toute la région qui en font partie et qui constituent le comité qui organise les actions du CORES. Donc, le CORES a pour mission de coordonner la santé sexuelle au niveau régional dans une approche globale et positive sur les thématiques de la prévention et de la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH, les violences sexuelles, les troubles de la sexualité et l'accès à la contraception. Voilà, vous voyez que du coup, l'IVG ne fait pas partie des missions du CORES, puisqu'il y a d'autres réseaux de santé périnataux qui s'occupent de la thématique sur la région. Donc, on a 5 grandes missions. Donc, vous les voyez apparaître là. Donc, en résumé, la première mission, donc, c'est le CORES doit coordonner sur son territoire les acteurs de la promotion, de la prévention, du dépistage et de la prise en charge en santé sexuelle. La deuxième mission, c'est de contribuer à la qualité des actions de formation et de promotion de la santé sexuelle. Ensuite, la troisième mission, c'est de veiller à la qualité et à l'harmonisation des pratiques des acteurs en charge des parcours en santé sexuelle. Enfin, la quatrième grande mission, c'est le recueil de données en santé sexuelle qui sont utiles au pilotage des politiques régionales, mais aussi des actions et des projets des acteurs de la région. Et enfin, on a une mission de participation à l'élaboration de la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la santé sexuelle, comme par exemple le plan régional de santé sexuelle. Donc, le CORES doit veiller à ce que les parcours en santé sexuelle soient les plus efficients possibles sur notre région pour différents publics cibles, donc tels que les jeunes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les populations migrantes, les personnes en situation de prostitution, travailleurs, travailleuses du sexe, les usagers de drogue, les personnes placées sous main de justice, les personnes ayant une maladie chronique, notamment le VIH et les hépatites virales, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les femmes ayant des rapports sexuels avec d'autres femmes. Donc voilà, différents publics dits vulnérables en santé sexuelle. Donc vous pouvez retrouver tous les documents en fait qui régissent l'organisation et nos missions via ces QR codes. Donc l'équipe, je passe rapidement, mais c'est juste pour vous dire que donc en fait on a le siège régional qui est à Montpellier. Et donc ensuite, on a des déclinaisons territoriales, donc avec une déclinaison à l'est et une déclinaison à l'ouest. On a également du coup une responsable des données en santé sexuelle qui est au siège à Montpellier.
avec des chargés de mission en santé sexuelle et des chargés de mission d'animation territoriale qui sont en train de se déployer petit à petit sur la région. Et donc, toutes les actions du CORES sont régies par voilà, le comité et qui a élu un bureau avec un président et un vice-président. Et donc ensuite, un point important qui peut voilà, vous intéresser, c'est que donc les actions du CORES, tous les projets du CORES sont travaillés, montés, réfléchis au sein de commissions. Donc on a différentes commissions qui sont en train de se mettre en place actuellement et qui sont ouvertes à tous les professionnels, tous les acteurs associatifs de la région et qui œuvrent dans le champ de la santé sexuelle. Et donc, ce sont des espaces d'échange en fait pluridisciplinaires pour construire des projets qui répondent aux besoins que vous identifiez, voilà, aux besoins des publics que vous accompagnez. Donc, on a 4 grandes commissions qui vont se décliner en fait en sous-groupes de travail, en sous-groupes projets. Donc là, les grandes commissions sont en train de se réunir et des groupes projets sont en train de se constituer. Et donc, vous serez, enfin voilà, vous serez informés au fur et à mesure des projets voilà, qui sont mis en œuvre et vous pouvez rejoindre les commissions et les groupes projets à tout moment. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour ça. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé à certaines réunions. Voilà, on a certains professionnels de PASS et de CEGID qui en font partie. Donc, on a une commission coordination des acteurs et actrices de la santé sexuelle, donc qui travaille en fait sur le volet, voilà, comment on peut améliorer la coordination des acteurs dans le domaine de la santé sexuelle. Et donc, ça peut être notamment par l'organisation de journées régionales pour les acteurs de la santé sexuelle, voilà, des projets comme ça. On a un groupe aussi des professionnels de CEGID qui se réunit pour échanger, partager leurs expériences et se former et voilà, travailler sur l'offre de soins dans leur structure. Ensuite, il y a une commission formation et promotion de la santé sexuelle où on travaille sur les besoins de formation des professionnels pour faire le point sur l'existant et créer éventuellement de nouvelles formations qui répondent aux besoins que vous identifiez. Et en promotion de la santé sexuelle également, voilà, donc pour développer de nouvelles façons d'intervenir, de nouveaux outils, voilà, ou des actions multipartenariales. Ensuite, il y a une commission sur les parcours en santé sexuelle qui va se réunir demain après-midi pour identifier voilà, des premiers groupes projets prioritaires pour améliorer les parcours de soins en santé sexuelle. Et enfin, donc, il y a une commission données en santé sexuelle qui travaille sur le recueil de données au niveau régional, des données en santé sexuelle qui sont disponibles, existantes, pour les colliger, les rendre accessibles, disponibles pour tous les acteurs et voilà, pour avoir une meilleure vision et lisibilité des besoins des publics sur notre région. Donc voilà quelques exemples d'actions. Donc on peut être amené à organiser par exemple des groupes d'échange clinique pluriprofessionnels autour du chemsex. Donc ça, c'est une action qui a eu lieu en partenariat avec le réseau Addicto, donc la plateforme de PAO. Donc c'était des sessions en visio où les professionnels voilà, pouvaient se réunir pour faire de l'analyse de situation clinique. Donc avec un regard pluridisciplinaire, avec des addictologues, des sexologues, des psychiatres, des acteurs communautaires. Voilà. Donc l'idée, c'était d'échanger sur les situations pour améliorer du coup l'accompagnement des patients. Voilà. Ensuite, on peut être amené à organiser des rencontres territoriales. On parlait tout à l'heure du besoin, dans l'enquête de Jeanne, du besoin repéré de mise en réseau des professionnels. Donc voilà, c'est le type d'action qui peut répondre à ce besoin de rencontre sur son territoire, de rencontre avec les autres acteurs pour faciliter les orientations, la connaissance, enfin l'interconnaissance en fait des professionnels entre eux. Voilà,
à la fois des missions et des projets de chacun et aussi des besoins, des freins, des difficultés que chacun rencontre pour essayer de mettre en place ensemble des parcours qui soient vraiment adaptés aux problématiques que vous rencontrez. Donc, c'est des rencontres qu'on organise sur les différents territoires. Ensuite, il peut y avoir aussi de gros colloques à thème, travailler avec les personnes concernées, les professionnels experts du sujet. Donc, par exemple, il y a eu un colloque accès aux soins des personnes transidentitaires l'année dernière, que vous pouvez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube, au même titre que plusieurs webinaires et formations. Et donc là, voilà, ce sont des espaces de formation, de rencontres entre les professionnels autour d'un sujet avec des experts et des personnes concernées qui viennent présenter, faire monter l'objectif, c'est de faire monter en compétence les professionnels qui y assistent. Ensuite, on dispense aussi en partenariat avec le réseau Hépatite, on dispense les formations au dépistage par TROD. Donc ça peut être aussi utile pour vous si vous le souhaitez. Vous pouvez participer à ce type de formation. Donc TROD, VIH, VHC, VHB et syphilis. Et enfin, voilà, je vous en ai parlé. Bon, ce sont quelques exemples d'actions, mais on peut aussi citer l'exemple de la journée régionale des CGID et des CSMSS. Donc, ce sont les centres de santé et de médiation en santé sexuelle, donc représenté en Occitanie par le SPOT. Donc là, voilà, ce sont des journées vraiment dédiées aux professionnels de ces structures pour échanger sur les problématiques, partager les expériences, les projets, vraiment, et les sujets qui concernent ces professionnels. Donc ça, c'est aussi le type d'action qu'on peut organiser et qui ressemble un peu à ce que vous travaillez en PACA, peut-être sur une journée régionale d'échange entre professionnels des PASS. Voilà, aussi un petit aparté, on est aussi chargé de la coordination régionale des semaines nationales de santé sexuelle qui ont lieu chaque année, la première quinzaine de juin. Donc, on est chargé de notamment recenser toutes les actions qui ont lieu sur la région pour les mettre à disposition de la population via une cartographie en ligne. Voilà, et donc vous retrouvez nos espaces de communication, donc avec un site internet qui est en cours de construction, qui va être remanié prochainement. Mais surtout, vous avez beaucoup de ressources sur la chaîne YouTube, beaucoup de formations, de webinaires qui ont été enregistrés et que vous pouvez visionner. La page Facebook et la page LinkedIn. Donc la page LinkedIn, on y met toutes les actualités, les informations sur les prochains colloques, formations, pour que vous puissiez vous inscrire. Et donc la newsletter aussi qui va paraître prochainement un peu plus régulièrement, mais pareil, où on y met toutes nos actualités. Voilà, en termes de présentation du CORES, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire ou si mes collègues ont des choses à ajouter. Visiblement, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi dans le chat ou à prendre la parole. Mais c'était très clair et effectivement, ça mérite au moins de dresser le panorama un peu de toutes les actions que vous menez, puis chacun peut voir où on peut s'intégrer. Et d'ailleurs, donc c'est nous, ce travail qu'on a commencé donc ensemble avec le CORES. On est parti effectivement de l'idée que il y avait des besoins qui avaient été qu'on avait commencé à identifier via cette enquête menée par Jeanne Fievé au niveau occitan et national. Là, on en est un peu à cette phase de réflexion où, tout en prenant en compte les spécificités des différentes passes, comment on pouvait vous proposer. Donc, juste pour rappel, et on tient à vous le dire, c'est qu'on a bien conscience des charges de travail en passe, qui sont bien identifiées. On sait que vous avez beaucoup. Toutefois, et comme ça a été rappelé à plusieurs reprises, c'est vrai que les passes, ça constitue quand même un lieu de passage essentiel et parfois c'est la seule opportunité pour aborder la santé sexuelle avec les patients. Donc on est parti de l'idée qu'on n'est pas, l'objectif c'est pas de créer des actions supplémentaires forcément lourdes, mais de vous proposer
aux équipes des outils concrets qui faciliteraient l'intégration de cette thématique dans vos pratiques. Donc du coup, partant de ça, on s'est dit, en partant de ces recommandations ici de l'enquête du docteur Fievé, qu'on allait, s'inspirant largement aussi du questionnaire qui a été mené en région PACA, on voudrait lancer voilà, une petite enquête complémentaire qui ciblerait un peu plus, enfin, avec un objectif de cibler donc déjà uniquement les passes occitanes et de cibler plutôt les équipes plus que les individus, là, par rapport, petite différence par rapport à l'enquête présentée précédemment, et de cibler l'ensemble des patients ciblés, parce que là, on était sur les primo-arrivants. Là, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir à terme un état des lieux très complet. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé là sur un questionnaire qu'on va affiner, qu'on vous diffusera d'ici la fin de l'été, à la rentrée, pour avoir un peu et aussi un peu plus de précision sur vos besoins en formation. Il y a des choses qui sont un peu remontées. On a les recommandations, encore une fois, qui ont été émises par l'enquête de Jeanne. On a aussi celles sur lesquelles on pourra s'appuyer aussi de l'enquête PACA. Dans le chat, il y a quelqu'un enfin, il y a la passe de Carcassonne qui parle d'une journée d'échange et de réseau comme primordiale, parce que souvent, c'est un frein, cette orientation sur les questions de santé sexuelle. On l'a vu aussi, nous, on a fait une journée d'échange régional sur les sorties de passe, les orientations. On a vu qu'effectivement, par manque parfois aussi de connaissances de réseau, ça pouvait être un frein. Donc là, effectivement, on en avait parlé avec le CORES et avec Jeanne Fievé aussi, de renforcer la connaissance des réseaux et des dispositifs d'orientation. Ça apparaît comme être une grande priorité. Et dans les commissions que vous mettez en place, c'est aussi un des sujets qui ressort principalement. Donc là, on va voir un petit peu de quelle façon on pourra vous mettre à disposition ces informations de la façon la plus efficiente possible. On en a parlé donc, et ça a été redit donc de déployer des formations dédiées, donc de voir un petit peu comment, sous quelle forme. Encore une fois, vous êtes très différents. On va s'appuyer sur des passes qui ont un CJ juste à côté, voire des personnes, comme c'est le cas en Ariège, peuvent avoir la double casquette et ces facilités d'orientation. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes modalités qu'une passe un peu plus isolée. Donc voilà, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on mette à plat. Et effectivement, on a parlé aussi de l'idée d'organiser des temps un peu plus dédiés. Donc, est-ce que ce serait une journée comme en PACA ou pas? Je ne sais pas. Voilà, ça, c'est tout ça. Donc, Natacha, complètement moi, hein, ou Isa, ou Catherine, si vous voyez d'autres choses qu'on a pu dire ensemble et que j'ai oublié là. Mais c'était un peu pour vous annoncer un peu les prochaines échéances, parce qu'il y a eu cet atelier qui est un peu, enfin voilà, un peu remis un plat avec cette enquête et le fonctionnement correct, etc. Maintenant, voir un petit peu plus loin et voir comment on avance sur ce fil rouge pour les années à venir. T'allais dire quelque chose, Oui, Natacha? oui, ben c'est exactement ça. En fait, l'idée là maintenant de cette enquête qu'on va vous proposer, c'est d'affiner. Là, je crois qu'on commence à avoir quand même entre l'enquête de Jeanne, l'expérience de PACA et puis les échanges qu'on a là pendant cette réunion. Je pense qu'on commence à voir se dessiner un peu voilà différents axes d'action en fait qui pourraient répondre à vos besoins, mais l'idée avec ce questionnaire-là, c'est d'affiner encore plus précisément. Donc oui, des besoins de formation, mais sur quoi, sur quelle thématique, voilà, pour cibler, vraiment commencer à se donner des pistes, quoi, d'objectifs, de contenu, de formation. Idem pour la mise en réseau. Donc il y a des besoins de mise en réseau, mais peut-être qu'on peut voilà, aller un peu plus loin. Comment, qu'est-ce qui vous semblerait le plus efficient comme voilà, qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme type d'action pour améliorer la connaissance du réseau de votre territoire. Idem pour une journée régionale, voilà, si oui, comment, sous quel format, voilà, c'est un peu l'objectif là de l'enquête qu'on va vous faire passer. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait une réponse par équipe. Donc ça va nécessiter peut-être que vous discutiez un petit peu entre vous aussi de ce dont vous avez envie et besoin et que vous puissiez nous faire remonter, voilà, pour chaque équipe, que vous nous fassiez remonter vos besoins. Tout à fait. Et juste aussi pour élargir le champ, au niveau national aussi, on a un groupe de travail sur la formation
au niveau donc national coordination, donc avec Muriel, Isabelle. Il y a aussi d'autres coordinateurs là que j'ai vu se connecter, notamment Île-de-France. Enfin voilà, ça pourrait être quelque chose aussi qui pourrait être dupliqué, remonté. Enfin voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a bien en tête à plusieurs niveaux. Et puis d'ailleurs, à ce sujet, il y a dans le chat, voilà, si vous ne l'avez pas vu, il y a donc Christine Morisset de l'Île-de-France qui vous partage une expérience d'atelier prévention mutilation génitale féminine ou excision en Île-de-France. Voilà, le lien est dedans, ça pourrait être intéressant. Mais ça aussi, voilà, cette capacité de mutualiser les ressources existantes et celles qui manquent, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal d'outils ou de traduction d'outils, des choses comme ça qui pouvaient manquer. Donc voilà, ça, faudra pas hésiter à partager. Est-ce qu'il y a d'autres remarques voilà, questions de toutes sortes, non? Et ben si on n'a pas, c'est super. On va pouvoir, ça veut dire que ça a été clair, on espère. En tout cas, encore merci beaucoup à Jeanne Fievé pour avoir partagé ce mémoire là, qui on espère va pouvoir faire des petits hein, et nous faire avancer aussi en Occitanie et ailleurs. Merci aussi à tous ceux qui ont participé. De vous être connectés. Là, on avait élargi exceptionnellement un peu plus largement qu'à l'Occitanie parce que c'était cette enquête intéressée. Et voilà, ça a permis aussi d'avoir aussi des échanges assez intéressants avec d'autres regards. Voilà, merci au CORES, au CORES Occitanie et PACA d'être venu, enfin voilà, en tout cas d'avancer avec nous sur ces sujets-là. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur le sujet et sur d'autres sujets aussi, parce qu'on en a plein en réserve. À très bientôt. Isa, pareil. Oui, Tout est merci bon à de ton côté. toutes et tous. Merci en particulier à Jeanne et puis aux collègues du CORES, bien évidemment, et à tous les participants. Et on va vous souhaiter un très, très bel été sur toutes ces questions. Et surtout, voilà, c'est vrai ce que disait Natacha est très, très important. Les propositions qu'on pourra faire, c'est principalement pour répondre à vos besoins. Donc, voilà, on reste en attente de cette remontée de besoins en termes de formation, d'outils pratiques, etc. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.